retour sur Effervescent en direct. Donc l'émission étant en direct, n'hésitez pas à réagir éventuellement sur les réseaux sociaux si vous avez des questions pour nos invités. On relaiera sans souci. Alors, le principe de cette émission, on parle des élections européennes. Élection importante puisque ça aura lieu le 28 mai, c'est ça 25 mai. Élection européenne dit que c'est une élection qui se fait en simultané dans les 28 pays États membres, ce qui représente donc 388 millions d'électeurs. Ça fait beaucoup. Et on a 751 députés à élire. C'est bien ça, oui. Et le problème de cette élection, c'est vrai que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'élection européenne a par définition souvent un taux d'abstention assez important. Hélas. Et pour autant, c'est quand même, on le sait, on dit toujours que c'est à Bruxelles que la plupart des décisions se jouent. Et pour autant, en parallèle, on a un taux d'abstention qui est relativement important puisque en 2009, le taux d'abstention en France était de 40,6%. Et alors la moyenne est aussi importante en Europe puisque sur tout l'échelon européen, le taux d'abstention était quand même à 43%. Donc ça reste des chiffres relativement importants. Comment vous expliquez ce taux d'abstention important ? Eh bien, je pense que déjà, effectivement, la première chose, c'est que l'Europe est toujours prise comme bouc émissaire. Et donc ça... C'est-à-dire, par rapport à quoi ? Par rapport à par rapport à la crise, par rapport aux difficultés des uns et des autres, les gouvernements ont toujours tendance à reporter les problèmes sur l'Europe. Mhm. Et donc, ce n'est pas de nature à accroître la motivation des citoyens. Un autre problème également, c'est que effectivement, l'Europe n'est pas suffisamment démocratique, dans le sens où, malheureusement, il y a encore beaucoup d'aspects qui ne sont pas réellement pris en charge par le peuple. Et bon, je pense notamment à tout ce qui est Europe intergouvernementale, c'est-à-dire que les décisions sont prises souvent dans l'obscurité, dans huis clos, dans les conseils, les fameux conseils européens qui ont lieu à peu près une fois par mois et qui rassemblent les chefs d'État et donc dont l'objet est de définir les grands axes à développer pour l'Europe. Éric Deloire, vous partagez cet avis ? Je le compléterai avec deux choses. Je partage complètement. Il n'y a pas de souci. C'est bien, déjà vous êtes d'accord, c'est bien. Oui. J'y ajouterai deux choses. C'est que l'Europe, le fonctionnement de l'Europe est compliqué. Alors quand c'est compliqué, on a du mal à le comprendre, donc on a mis du mal à s'investir à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Comme c'est compliqué et qu'en fait, il n'y a pas de relais d'information, je reviens encore à la presse. France Télévisions a décidé d'annuler un débat entre les trois grandes têtes de liste, un grand débat européen qui va avoir lieu dans donc 27 pays de l'Union européenne et pas 28 parce que la France a décidé, les chaînes françaises ont décidé de ne pas le diffuser. Vous voyez par exemple, ça qui fait que ça ne motive pas les gens à s'intéresser à eux-mêmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment justement une méconnaissance totale du fonctionnement de l'Europe ? C'est ce que vous parlez. Et comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça ? Puisque on le dit toujours, on entend toujours, vous le disiez, Patrick Brault, c'est qu'on critique l'Europe. Ouais. Maintenant, justement, quand on a une élection telle que l'élection européenne, où justement on peut saisir, c'est une élection, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Principalement parce que déjà on sort d'élections municipales. Ça fait qu'en fait, là, pendant ces 3, 4, 5, 6 derniers mois de cette dernière année, il n'y a eu qu'un seul sujet, c'était les municipales. Les européennes n'ont pas été abordées une seule fois, ou si peu. Alors les élections européennes ont commencé à intéresser les initiés, parce que pour l'instant les électeurs pas encore, intéresser les initiés qu'au lendemain des élections municipales.
Vous voyez, là tout à l'heure, on parlait des intercos. C'est déjà un peu plus pour les initiés que pour le citoyen, mais c'est tout d'abord au niveau national que les gens s'intéressent. Et ensuite, il y a les relais, les relais d'information qui fait que ça a du mal. Et aussi, c'est difficile à vendre et c'est difficile à expliquer parce que c'est compliqué. Est-ce que oui, justement, quels sont pour les gens qui connaissent pas, comment va se passer l'élection? C'est une élection en France ou en général? En France? En France, donc, oui, histoire d'arranger les choses, en fait, c'est par des circonscriptions. Il y en a 8, hein. Il y en a 8, ouais, qui ont été créées spécialement pour ça, c'est-à-dire qu'elles ne servent qu'à ça et qu'en fait. Elles n'ont pas de sens géographique. Ça n'a pas plus de sens que ça que de faire ça. Donc pour nous ici, c'est la région. Bon, on est tranquille parce que c'est la région Île-de-France, ça correspond à notre région. Et c'est un scrutin à un seul tour, c'est-à-dire on ne vote qu'une seule fois, il n'y a pas de rattrapage, on va à un seul tour et c'est à la proportionnelle. D'accord, et donc ça sera le 25 mai. Le 25 mai. Patrick Bourreau, vous justement, est-ce que vous pensez que pour cette élection, les partis, les grands partis devraient être plus présents sur le terrain aussi? Parce que c'est vrai qu'on on entend peu les têtes de parti parler de l'Europe. À part pour critiquer. À part peut-être je me rappelle que lors de la création du mouvement démocrate, tout comme quand j'ai participé à la création de l'UDI, les grands thèmes ont été la démocratie, rapprocher le pouvoir du peuple, et l'Europe. C'est là au moins sur les familles politiques, s'il y a deux familles politiques, une famille politique, même si sur lequel le discours de l'Europe a été un peu continu, c'est quand même nous, quoi. Oui, alors effectivement, les centristes, on va dire, ont une âme très européenne. Maintenant, on voit bien que, notamment au niveau de l'UDI, vous me permettez, vous définissez votre partenaire naturel, l'UMP. Excusez-moi de vous dire que l'UMP et l'UDI, sur les questions européennes, n'ont pas du tout le même point de vue quand même. Hein. Le problème ne vient pas de l'UDI, le problème vient de l'UMP. L'UMP ne sait pas elle-même quelle est sa position sur l'Europe. Et c'est peut-être là le problème. Notre partenaire privilégié, c'est le mouvement démocrate pour l'Europe. Effectivement, où il y a une alliance qui s'appelle l'Alternative. Donc on va parler un peu plus tard de l'Alternative. Donc quels sont les domaines de compétences du Parlement européen pour les gens qui connaissent pas du tout Alors, le Parlement européen, donc... alors, tout d'abord, alors déjà, alors juste avant, une question quand même. Le Parlement européen, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre Strasbourg et Bruxelles? Pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a la Commission, il y a le Parlement, c'est des organes différents et on a l'impression, et c'est ce qui fait aussi, à mon avis, que l'Europe a du mal à séduire, c'est que ça ressemble un peu quand même à une usine à gaz, tout ça. Hein. Alors, ça peut ressembler, effectivement... Alors, à l'origine, donc, toutes les institutions européennes étaient à Bruxelles. Maintenant, il y a donc le Parlement européen a son siège à Strasbourg et donc de plus en plus de sessions parlementaires se déroulent à Strasbourg. Alors c'est un peu embêtant dans la mesure où ça oblige à ce qu'on appelle des migrations, une espèce de transhumance de toute une population de personnes qui sont concernées par l'Europe. Ça représente effectivement des fonctionnaires, des choses comme ça qui doivent à chaque fois faire... Oui, tout à fait, oui. Et donc voilà pour Bruxelles et Strasbourg. Donc Bruxelles, c'est le siège de la Commission européenne. C'est là où se déroulent les grands sommets des chefs d'État. Et Strasbourg, c'est là où se déroulent la plupart des sessions parlementaires. Et quelle différence il y a, peut-être, Eric Deloire, justement, entre le Parlement et la Commission? Je vais revenir un peu, ces deux. En fait, au traité de Rome, quand a été fait 1957. Bravo. En 1957, quand avait fait le traité de Rome, en fait, il avait été décidé en fait de pas faire de vraie capitale européenne. C'est pour ça que la Commission est à Bruxelles, le Parlement à Strasbourg, la Banque centrale à Francfort, la justice au Luxembourg. Vous voyez, c'était le but de séparer un peu
physiquement les pouvoirs. En maintenant, dans l'application, l'application, on s'est aperçu qu'il faut que le Parlement soit le plus près possible de la Commission. C'est pour ça que le Parlement a aussi une enceinte au sein de Bruxelles. Oui, parce que le problème, c'est que, c'est ce qu'on disait avec le principe des migrations, c'est vrai que ça représente un coût important quand même. Non, ça représente un coût, ça représente un coût, oui. Donc est-ce que justement, c'est pas aussi une des choses qui peut quand même éloigner les électeurs de l'Europe? Avoir ce sentiment de voir une grosse machine qui navigue. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit là-dessus que les électeurs ça s'intéresse le plus. Ils s'intéressent plutôt un peu plus On a le studio qui se démonte. Quelqu'un qui n'est pas content. Ouais. Il y a un ouvert dans le coin. Voilà. Non, je pense que c'est pas sur ce sujet-là que les électeurs interviennent le plus. Ça, c'est plutôt un problème interne ou un problème entre initiés que plutôt le problème de... Non, mais c'est vrai que la vision souvent qu'ont les gens de l'Union européenne, c'est que c'est quand même quelque chose de très technocratique quand même. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut... les institutions européennes, dans le détail, sont assez complexes, c'est indéniable. Maintenant, si on résume les institutions à leurs principes généraux, je pense qu'elles sont relativement simples. Donc, je vais essayer justement de vous le décrire simplement. Donc, on parle d'un triangle institutionnel. Alors, c'est un mot bien compliqué pour dire qu'on a trois entités qui sont la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres, et puis le Parlement européen. Donc ils se partagent les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et budgétaires. La Commission européenne donc, assume l'essentiel de l'exécutif, c'est-à-dire qu'elle va d'une part proposer les lois au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, qui sont co-décideurs, comme on dit, c'est-à-dire que ces deux entités décident toutes les deux. Ensuite, la Commission européenne va surveiller l'application des traités, des lois, et puis... on a donc le Parlement européen qui va donc décider des lois, qui va surveiller, contrôler les différentes institutions européennes. Et puis enfin, donc le Conseil de l'Union européenne. Ça se complique, hein. Comment ? Pour les non-initiés, ça se complique, hein. Oui. Pour y arriver, il suffit de faire un parallèle avec la France. En fait, la Commission européenne, ça correspond à peu près à ce qu'on a comme le gouvernement. La Commission européenne, c'est le gouvernement de l'Europe. Le chef d'État de l'Union européenne, ce sont l'assemblée de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, c'est d'un côté les représentants des États, ce sont les ministres, la plupart du temps, ou les représentants des ministres, et le Parlement. Alors, l'initiative des textes, comme en France, c'est l'initiative, sont la plupart du temps du gouvernement, l'initiative des textes, c'est la Commission européenne. Par contre, les délibérations, les débats et les votes, c'est exclusivement le Conseil des ministres et le Parlement européen. Ce qui fait, que le texte, une fois qu'il a été validé par les deux, la Commission ne peut pas revenir dessus. C'est comme chez nous, une fois que c'est l'Assemblée nationale, le Sénat ont mis le nez dedans, se sont entendus et ont validé un texte, l'ont modifié à leur gré, eh ben, le gouvernement est obligé d'appliquer le texte en question. De la même façon, c'est le texte délibéré, débattu et modifié par le Parlement européen et par le Conseil qui sera le texte exécutoire que la Commission devra exécuter. On commençait à en parler tout à l'heure, c'est quelles sont les grandes décisions, les grands domaines de compétences du Parlement européen, puisque on le sait que, on disait tout à l'heure, enfin je disais, que beaucoup de décisions se prennent désormais à Bruxelles, oui, et plus forcément dans les États membres. Oui. Donc quels sont les domaines de compétences spécifiques au Parlement européen ? Ah non, il n'y a pas de domaine spécifique au Parlement européen, c'est des domaines spécifiques à l'Europe dans lesquels le Parlement a voix à chapitre. Il y a quelques domaines qui échappent au Parlement européen,
Je précise, petite pensée, que ces domaines n'échappaient pas au Parlement européen dans le projet de Constitution pour l'Europe de 2005. Dès l'instant où le projet a été abandonné, les chefs d'État et de gouvernement se sont dépêchés de récupérer pour eux-mêmes ces projets. C'est la justice et la défense. D'accord, oui, effectivement. Voilà, justice et la défense qui est à l'origine, dans le projet de M. Giscard d'Estaing de 2004, proposé par référendum, de revenir dans le giron du Parlement européen. C'est dommage. Un vieux serpent de mer, la défense européenne. Oui. Alors, on a justement donc les compétences. Il y a des compétences législatives qui sont dues au Parlement. Tout ce qui est dévolu à l'Union européenne passe par le Parlement. Parce qu'on parle également de la politique agricole commune, qui fait partie des domaines législatifs du Parlement européen. Oui. On a aussi tout ce qui est relatif à la justice et à la sécurité. Et on parle également de procédures législatives ordinaires. Oui. Donc au niveau du Parlement. Ah oui, et cette procédure législative ordinaire, elle concerne 85 domaines. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les... Non mais en gros, quels sont les domaines vraiment, puisqu'on connaît tous la politique agricole commune, on en a tous entendu parler généralement. Oui. Donc est-ce qu'il y a vraiment d'autres domaines qui sont vraiment comme ça très européens et où la France n'a plus forcément son mot à dire? Pas la France première contre-vérité, la France a son mot à dire. Quand la France dit non à Bruxelles ou au Parlement, c'est non. Sauf quand il y a des décisions qui doivent se prendre à l'unanimité, non ? En fait, c'est soit à l'unanimité ou même à la majorité qualifiée. La France est le deuxième plus gros pays de l'Union européenne. Ils ont 74... dans la nouvelle réforme, il y a 74 députés européens. 74 députés européens, mais au niveau de la... On est deuxième après l'Allemagne. Deuxième après l'Allemagne. C'est-à-dire que quand la France dit non, déjà, premièrement, la France et l'Allemagne s'entendent entre eux. Quand la France dit non, ça veut dire que l'Allemagne dit non également. C'est-à-dire que les deux plus gros pays de l'Union européenne disent non. Quand les deux plus gros pays de l'Union européenne disent non, l'Union européenne dit non. C'est pas contre la France. Il n'y a pas de décision européenne sans agrément de la France. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais été vrai. D'accord. Il y a eu une période, c'était à l'époque où aucun d'entre nous était né, c'est la période de la chaise vide à l'époque de De Gaulle. Mais sinon, chaque décision prise par l'Union européenne a obligatoirement l'agrément de la France. Que ce soit par l'intermédiaire de son Parlement et par l'intermédiaire de son gouvernement. D'accord. Et alors pourquoi, alors si la France a tellement son mot à dire, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'attacher à cette élection ? Pour la bonne raison qu'une des bonnes, tout comme je connais ici des élus municipaux qui se dépêchent de dire que c'est la faute à l'Interco si quelque chose ne fonctionne pas à tel endroit ou à tel endroit, il y a la même façon au niveau des gouvernements qui se dépêchent de se défausser sur l'Europe après avoir validé. Si vous voulez, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est pas sous ce mandat-là, c'était sous le mandat précédent. Une proposition bête, parce que l'Union européenne, malheureusement, n'a pas beaucoup de pouvoir politique, c'est surtout du pouvoir technique. Une proposition pour que toutes les étiquettes de tous les produits, toute la nourriture, aient une taille minimum. Vous savez, une taille police de caractère minimum. C'est tout bête de penser à faire une police de caractère minimum pour tout ce qui est... parce que quand on va dans les supermarchés, quand on regarde les compositions, s'il y a des OGM ou pas, vous voyez, c'est écrit tout petit et la moitié de la population n'arrive même pas à le lire. Donc il y avait une proposition qui a été faite par la Commission européenne à l'époque pour qu'il y ait une taille minimum de police de caractère. À l'époque, il y avait quasiment unanimité à une voix près. Le ministre de l'Agriculture français qui refusait totalement de faire cette réforme. À l'époque, ce ministre de l'Agriculture s'appelait Michel Barnier. D'accord. Voilà. Et quand il est revenu en France, évidemment, il ne pouvait pas protéger correctement les consommateurs parce que Bruxelles l'en empêchait. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a quand même toujours un jeu, un jeu de dupes. Au niveau du Parlement européen, donc on avait dit, il y a 751 députés à élire. Oui. Actuellement, la majorité du Parlement, on va dire, la couleur politique est plutôt bleue, oui, puisque c'est le PPE qui occupe 275 sièges. 271, Roger. Moi, c'est sur le site touteleurope.eu, donc... Oui, en tout cas, la majorité. Voilà, là, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. L'élection, donc on a dit, c'est le 25 mai, c'est le 9e scrutin européen. Oui. Et
on parle de l'actualité et on va se rapprocher de tout ce qui est franco-français, puisque, on le sait, selon les derniers sondages d'opinion, ça serait quand même le Front National qui est en tête des intentions de vote. Sondage, donc pas forcément un fait. Et sachant que l'élection européenne, vous le disiez tout à l'heure, est une élection qui se fait à la proportionnelle, ce qui veut dire qu'il y a quand même des possibilités d'avoir des représentants. Est-ce que vous trouvez que justement l'élection européenne, le Front National qui est quand même connu pour pas forcément être pro-européen, ça peut être inquiétant pour le fonctionnement de l'Europe? Ça peut être inquiétant pour le fonctionnement de l'Europe pour la raison que ce n'est pas typiquement français. C'est un mouvement qui est au niveau européen. Dans pratiquement tous les pays européens, il y a les partis dits populistes qui font une certaine montée. L'avantage, c'est qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Et parce que je me rappelle d'une certaine Marine Le Pen anti-Europe et qui se baladait pour faire une Union européenne de l'extrême droite. Marine Le Pen qui n'est pas d'extrême droite et qui est anti-européenne, donc qui se baladait en Europe pour essayer de faire une Union européenne de l'extrême droite. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais ces groupes populistes montent un peu partout. Oui, ça peut être inquiétant. Ça peut entraver au moins le travail du Parlement européen. Maintenant, tout est relatif. Ce ne sera pas les populistes qui seront majoritaires au Parlement européen. Oui, non, mais ça, mais bon, voilà. C'est quand même une réalité, c'est que en France, le vote des députés pour l'élection législative ne se fait pas à la proportionnelle actuellement. Oui. Non. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que les mouvements de centre sont quand même plutôt pour la proportionnelle. Oui, non, mais bien sûr, mais on est pour. Mais ce qui fait une des grandes attractivités du Front National, c'est de se poser en victime en disant, vous voyez, ils veulent pas de nous. Parce que si nous on était, ça ne se passerait pas comme ça. Alors grâce au mouvement, grâce à la proportionnelle, on les met devant le fait accompli. Marine Le Pen est députée européenne. Tout à fait, oui. Voilà. Elle ne fait rien. Elle n'y va pas. Mais elle est députée européenne. Donc du coup, là maintenant, on peut dire, voyez, elle y est, elle ne fait rien, elle n'y va pas. Tout comme son père. Le problème, c'est que là, si vous me permettez, l'absentéisme, on va dire au Parlement européen, se rencontre, hélas, dans tous les partis. Hein. Oui, non, pas tout à fait, parce que quand même, tous ceux qui sont élus au centre, donc dans le groupe ADLE, et en particulier les députés français du groupe ADLE, donc qui ont été élus grâce au MoDem en 2009, sont tous largement présents et certains parmi les plus influents. Vous avez changé, alors non, alors si je ne m'abuse, c'est le MoDem est resté à la LDE et l'UDI est parti au niveau du PPE. L'UDI était au niveau du PPE, il va rejoindre donc l'ADLE parce que nous soutenons le même candidat qui est le candidat des démocrates et des libéraux pour l'Europe, Guy Verhofstadt. Voilà. Ah, Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge. Oui. Belge que je suis, je ne peux que... Voilà, donc, vous voyez, un homme bien. Il est belge, donc... Voilà. Alors, mais justement, on parle du sentiment quand même des eurosceptiques, et justement, dans ces intentions de vote, on parlait des intentions de vote, le centre, qui a quand même, on a dit, au cœur presque l'Europe, les intentions de vote sont que de 10% pour l'alternative. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'on n'a pas encore commencé la campagne. La campagne commence juste. Et il y a, on va reparler des groupes populistes. Marine Le Pen, par exemple, ou Jean-Luc Mélenchon font campagne pour les élections européennes tout le temps. Parce que ça fait partie de leur credo. Donc ils sont tout le temps sur la campagne. C'est ce qui leur permet d'avoir les voix. Nous on était sur les municipales. Avant, il y avait les présidentielles. Enfin, vous voyez, et puis il y a l'actualité qui fait que... Et puis c'est vrai que les centristes, on a du mal à faire valoir notre message pro-européen. On passe pour des eurobéats, que nous ne sommes pas. Croyez bien qu'on est bien conscient des problèmes de l'Union européenne. Patrick soulignait tout d'abord le déficit démocratique. On est vraiment contre ce... Voilà, on est des fédéralistes. On veut que le pouvoir revienne aux citoyens. Et c'est vrai que ça, pour l'instant, ça a du mal à passer, mais...
grâce à la campagne, on pense que ça va... Est-ce que justement, au niveau européen, alors on sait qu'il y a un président du Parlement européen, mais est-ce que il manque pas de visibilité quand même? Parce que la voix de l'Europe, si on veut justement, les gens en France, on le voit lors des élections nationales, sont attachés à une personne, malgré tout une personnalité. Est-ce que l'Europe est justement bien représentée physiquement parlant? Alors effectivement, ça pose un problème d'avoir trois présidents, parce qu'on a un président du Conseil, un président donc, du Parlement européen, un président de la Commission européenne. Donc tous ces trois personnes représentent l'Europe, ainsi d'ailleurs que la haute représentante aux affaires étrangères, Madame Ashton. Donc ainsi, lorsque le prix Nobel de la paix a été donné à l'Union européenne, ces quatre personnes étaient là pour représenter l'Europe. Donc ça pose effectivement un problème de personnification de l'Europe. Et donc, c'est pour ça que nous, on propose qu'il y ait un président de l'Union européenne, Mais et qu'il soit élu au suffrage universel direct. Alors, c'était pas le rôle de Van Rompuy? Oui. C'est le président du Conseil. Oui, président du Conseil. D'accord. Oui. Donc, pas président du Parlement. Non, président du Parlement, c'est M. Martin Schulz, qui est le candidat socialiste, justement. D'accord. Voilà. Et le président de l'Eurogroupe, qui est Jean-Claude Juncker, qui est au candidat du PPE, et donc Guy Verhofstadt. Voilà. Ça commence à être compliqué. Oui. Non, mais Aïna nous fera un dessin. Henry Kissinger, à l'époque, dans les années 60, disait l'Union européenne, quel numéro de téléphone? Vous voyez, donc le problème n'est pas récent. Et puis on a en fait la volonté d'agir à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un gros problème, une grosse erreur de la part de l'Union européenne? C'est quand même cet élargissement qui a été considéré et subi presque par les personnes comme un peu trop. Je vous le dis parce que moi, à titre personnel, j'étais un Européen convaincu jusqu'en 95 quand on était à 15. Et après, maintenant, si vous me demandez actuellement quels sont les pays de l'Union européenne... Donc, est-ce que justement cet élargissement n'a pas été une erreur stratégique de la part de l'Europe? C'était une erreur de communication, c'est-à-dire qu'il était normal que tous ces pays qui aspiraient à y rentrer, tous ces pays qui s'étaient donné du mal physiquement, il y a eu quand même, c'était pas simple pour toutes ces populations, physiquement qui se sont donné du mal pour pouvoir y rentrer, de les refuser sous prétexte que ça ferait beaucoup trop d'un coup. C'est en fait au niveau de la communication de l'Union, des États membres eux-mêmes, qui fait que ça a pioché. Et puis peut-être que cette intégration a été trop rapide. Mais de toute façon, l'idée d'intégrer tous ces pays, c'était le but de l'Union européenne. Hein, la question est quand même, comment fait-on pour intégrer des personnes qui ont des rythmes de vie, des modes de vie et des économies si différentes? Je peux vous dire qu'entre les Hauts-de-Seine et la Lozère, les modes de vie et l'économie est complètement différente. Et vous voyez, on arrive à vivre. Oui, mais on va dire qu'on a quand même des lois communes. On a quand même si on parle, par exemple, du SMIC, le SMIC n'est pas du tout le même partout en Europe. Le niveau de vie n'est pas le même entre la Lozère et les Hauts-de-Seine. Même si le SMIC, comme ça, en termes de règles, existe... c'est pas du tout la même chose entre un Basque et puis un Ch'ti, entre un Breton et puis un Essonien. Vous voyez, donc c'est pas des... Les niveaux de vie sont différents, mais les niveaux de vie étaient différents entre le Portugal et la France à l'époque où le Portugal est entré. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire converger les politiques éventuellement plutôt que de vouloir intégrer tout de suite? Alors effectivement, il aurait fallu que cet élargissement n'intervienne qu'après un approfondissement, c'est-à-dire qu'une fois que les 15 pays auraient suffisamment intégré leur politique, il aurait été plus facile et plus efficace de s'élargir. Alors maintenant, on ne peut pas s'élargir à l'infini. Donc, c'est pour ça que nous proposons plutôt de laisser l'Europe dans ses frontières actuelles
et de passer des contrats d'association avec les pays périphériques, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de la Moldavie, éventuellement peut-être de la Turquie, des pays méditerranéens. Alors ça c'est mon etc. avis, c'est mon avis personnel, c'est que ça serait déjà bien qu'on arrive à fonctionner entre nous avant de parler. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il faut en même temps que nous approfondissions, nous, au sein des 27, qu'il faut réformer. De toute façon, le tripartite, le triumvirat, les politiques intérieures, et tout ça, il faut le faire. Et en même temps, parce que on ne peut pas repousser en même temps les liens avec, ou les liens économiques ou politiques avec l'Ukraine, avec la Moldavie, avec toute l'Union, ben, l'ancienne Union pour la Méditerranée, ou même la Turquie. Donc on ne peut pas les laisser à part en disant bon, le reste du monde, faites ce que vous voulez, nous, il faut qu'on s'occupe de nous, et puis après on viendra vous voir. Non, le reste du monde, on fait partie du monde, donc on est obligé de s'adapter aussi au monde qui nous entoure. Mais sans forcément aller jusqu'à l'intégration. Attends, non, on parlait bien de partenariats privilégiés, mais il faut bien faire ces partenariats privilégiés et en même temps nous travailler à l'intérieur, oui. Quelles sont les ambitions de l'alternative justement pour cette élection? Les ambitions, Guy Verhofstadt, président de la Commission européenne. D'accord. Au moins le message est clair. Voilà. Oui. Ça c'est sûr. L'alternative, justement, elle va fonctionner comment actuellement? Parce que on le sait, au niveau de l'UDI, Jean-Louis Borloo, on va dire, s'est mis en retrait de la vie politique pour le moment. Comment ça va se passer Ça se passe, et ça se passe bien, puisque de toute façon les têtes de liste ont été désignées déjà plusieurs temps, et ce qui fait que là, en fait, c'est dans chaque secteur. Dans chaque secteur, Marielle de Sarney et Jean-Marie Cavada, ici en Ile-de-France, travaillent en commun et travaillent bien pour toute l'Île-de-France. Ça marche. Sylvie Goulard, et puis Marie... je suis en train de chercher son prénom, Grisweg. Vous voyez, ça se passe bien. Donc, pour l'instant, l'alternative au niveau de l'Union européenne, là, des élections européennes, ça se passe et ça se passe bien. On verra. D'accord. Donc vos têtes de liste en Ile-de-France, c'est, vous l'avez dit, donc Marielle de Sarnez, et en numéro 2, donc Jean-Marie Cavada. Voilà. Et en numéro 3, Chantal Joanneau, puisqu'elle est également connue. C'est des listes de combien de personnes? Donc, en fait, il y a donc dans chaque euro-circonscription, chaque secteur, donc on a un certain nombre de sièges. Alors, en Île-de-France, on a 15 sièges qui représentent donc l'Île-de-France, qui représenteront la population de l'Île-de-France et des Français des Français ne résidant pas en France, résidant hors de France. Donc ça fera 15 sièges, et donc les listes sont de 30 noms. D'accord. Le double. Ok. Donc effectivement, c'est lié à la population, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, Oui, c'est un grand secteur et puis la population. Rémi Poirier, une question pour nos invités? Alors, le monsieur du Modem, monsieur Barrault, a répondu à la question un petit peu sur les partenaires privilégiés. Actuellement, la Turquie... est en phase de négociation d'adhésion, certains chapitres ont été ouverts. Donc on verse aussi des crédits européens, on parlait tout à l'heure aussi d'économie. Justement, si on parle de partenaires privilégiés, autant arrêter ces crédits d'adhésion qui représentent près de 900 millions par an. Une réponse? Oui, je ne connais pas suffisamment le dossier pour vraiment en parler de manière pertinente. Éric Deloire. Je ne connaissais pas cette histoire de crédit. Et je sais que par contre, l'Union européenne subventionne et aide au niveau économique, par exemple, pas mal de pays d'Afrique, et pourtant il n'y a pas de condition d'appartenance à l'Union européenne. Donc c'est fait qu'il faut avoir des liens économiques et qu'il faut aider l'économie turque à être le plus optimum possible, paraît être un partenariat logique. Enfin, ça ne me choque pas, les histoires de 900, surtout 900 millions d'euros, quoi. Non. Mais pour vous, donc, la Turquie peut adhérer à l'Europe? Ah non, la Turquie... Non, c'était une précision que... Non, c'est un partenariat privilégié. Maintenant que dans le cadre du partenariat privilégié, qu'il y ait des subventions, des aides à l'investissement, des aides
ça m'interpelle pas plus que ça. Quelque chose qui n'est pas assez, à mon avis, mis en avant et qui pourrait justement, on va dire, rendre l'Europe plus, entre guillemets, moins rébarbative, c'est quand même, il faut savoir que l'Union européenne finance énormément de projets en France, Oui. notamment via le Fonds social européen. Et je pense que là aussi, on a quand même un manque de communication qui est juste énorme. Alors Tout à que fait, oui. vous allez sur les sites consacrés soit au Fonds social européen ou soit au Fonds le FEDER De développement, de développement économique, vous avez la possibilité d'avoir pratiquement, c'est au projet près, c'est-à-dire que tout l'argent, c'est un des bénéfices de l'Union européenne, c'est que tout est public et vous avez accès à toutes les aides qui ont été attribuées par l'Union européenne. On peut le faire par département, on peut le faire par région, on peut le faire par ville, on peut le faire par société, on peut le faire. Toutes les aides sont publiées. C'est-à-dire que, en fait, c'est prendre ces données et les publier. Et ça incombe donc aux partis et ça incombe aussi. Je pense à ça aussi, hein, justement, parce que, bon, de par mon activité professionnelle, beaucoup de formations professionnelles pour adultes sont cofinancées avec l'Union européenne. Hein, Aïna le sait que le dispositif Avenir Jeune est financé avec l'Union européenne et il y a vraiment un manque évident pour les gens de savoir quel est l'intérêt, quels sont les plus de l'Europe. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle les fonds structurels, donc, qui sont de deux grands types. Il y a d'une part le Fonds social européen et puis le Fonds de développement économique, donc qui se répartissent à peu près à moitié chacun. Et donc le Fonds de développement économique attribue des subventions aux différentes entreprises pour faciliter l'innovation, pour subventionner l'innovation. Et puis, sinon, le Fonds social européen, donc, s'intéresse plus à tout ce qui est insertion par l'activité économique, formation. Une question quand même, puisque justement on parle des fonds européens. D'où proviennent ces fonds, puisque c'est pas l'impôt que nous on paye? Oui, alors effectivement, c'est d'ailleurs l'un des problèmes de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne est financé par des contributions des différents États, globalement proportionnelles à leur richesse globale, à leur PIB, comme on appelle ça. Donc c'est un problème parce que ça oblige à des marchandages entre les différents États et c'est ainsi que, par exemple, la Grande-Bretagne se voit remettre des rabais qui sont assez importants, mais qui se justifient d'une certaine manière par le fait que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni... Parce que le Royaume-Uni est en Europe oui, et donc ne bénéficie guère des fonds de la politique agricole commune, qui est le premier budget européen. Donc ça, c'est effectivement une chose, mais alors ça donne toujours une idée un peu de marchandage entre les différents États, et ce qui est fort dommageable à l'image de l'Europe. Et puis, il aurait été préférable de faire un budget assis sur des ressources propres, comme on appelle ça, c'est-à-dire soit une taxe sur les transactions financières. Donc là, il s'agit de taxer en fait tous les mouvements, toutes les transactions financières et donc tous les mouvements spéculatifs rapides. Ou une autre possibilité est de faire des contributions carbone, par exemple, pour lutter en même temps contre le changement climatique. Éric Deloire. Le budget de l'Union européenne, c'est chaque pays prélève un pourcentage de sa PVA à hauteur de 1% de son revenu national brut. C'est ridicule, quoi. Et en plus, il y a deux autres types de recettes. Les droits de douane perçus sur les importations
et des montants dont dépensés de l'année précédente et les recettes directes de l'Union qui sont les impôts acquittés par son propre personnel, les amendes imposées aux entreprises et l'ensemble correspond à en gros par 64 centimes d'euros par jour par habitant de l'Union européenne. D'accord. Donc ce qui est 1%, quand on compare par exemple avec la France qui dépense 57% elle du PIB, vous voyez c'est vraiment un petit budget à la marge. Et si on ajoute que sur ces 1%, il y en a 94% qui est du budget donc, de redistribution, c'est-à-dire que en fait, sur les 1%, il n'y a plus que 6% qui servent simplement à alimenter l'administration européenne. Tout le reste, c'est que du budget de distribution. Les États, les régions, les départements ou même les communes géraient leur budget de la même façon, ne vous inquiétez pas qu'il n'y aurait pas de problème de déficit public. Quoi. Rémi, pareil, une question, non? Alors, sur la présentation des listes Modem et de l'alternative Modem UDI, donc quand est-ce que vous allez rendre public les gens qui vont participer à cette liste et combien d'Estoniens sur cette liste? Alors la liste va être rendue publique demain, lundi 28 avril, et je n'en sais pas plus. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, il y a encore des tractations. Je suis pas sûr que mes informations soient exactes. Et donc rendez-vous lundi. Donc. Voilà. C'est effectivement pour ça, on avait bien précisé que le but de cette première émission n'était pas forcément de parler uniquement du programme de l'alternative, mais bien d'essayer déjà d'expliquer aux personnes ce que c'était que ces élections européennes. Question, puisque en France on aime bien les jours fériés, pourquoi est-ce que le 9 mai c'est pas un jour férié qui est la journée de l'Europe? Ah oui, j'aimerais bien. Oui. Ça serait pratique, hein, on a le 8 mai qui est férié. Non mais est-ce que justement pour essayer de fédérer les personnes autour du projet européen, autour de l'Europe, ça ne serait pas symboliquement fort qu'on ait un jour qui est la journée de l'Europe, que les gens, la plupart, ne connaissent pas, ne savent pas pourquoi. Hein, donc est-ce que ça serait pas bien Aïna, je te ferai un cours après. Donc est-ce que ça serait pas bien qu'on ait un jour férié européen Oui, pourquoi pas, oui. Alors effectivement, ça pourrait être l'occasion de faire un certain nombre d'événements pour l'Europe. Bon, c'est déjà le cas, mais parce que effectivement, les différents mouvements pro-européens, dont les partis politiques, font des événements à l'occasion de la Journée de l'Europe. Donc, notamment le 9 mai, nous ferons, l'UDI et le Modem, un événement particulier, bien sûr, dans le cadre de la campagne en plus. Et donc, par contre, effectivement, si on ajoute un jour férié pour l'Europe, il est probable qu'il faudrait en enlever un par ailleurs. Non, mais moi je vous dis ça, c'est pour rendre, on va dire, ça qui rend difficile, pour rendre un peu glamour. Si vous dites aux Français, on vous propose un jour férié en plus, ça pourrait peut-être augmenter les votes. On arrive donc au terme de cette émission. Donc, puisque c'est votre première radio et première sur Effervescent, vous ne connaissez pas encore le principe. Aïna va y échapper pour ce coup. Le mot de la fin, Patrick Moreau? Alors, moi je pense que chacun doit vraiment s'intéresser à l'Europe, au message des différents partis politiques, dont bien sûr celui du nôtre, UDI Modem, liste les Européens. C'est vraiment important pour notre avenir. C'est une question de souveraineté. En effet, ça peut paraître paradoxal, mais l'Europe, c'est vraiment une question de souveraineté, non pas une souveraineté nationale, mais c'est parce que, effectivement, dans les prochaines années, actuellement, il y a 4 pays européens au G8. Au fur et à mesure du temps, nous serons dépassés par d'autres pays. Et donc, nous aurons de moins en moins de pays au G8 jusqu'à n'en plus avoir un seul avant d'ici 2040 à peu près.
Donc il faut peser sur le monde grâce à l'Europe. Éric Deloire. Alors, il faut voter pour les élections européennes. Si je dois avoir un message, c'est il faut voter pour les Unions européennes. C'est important parce que le Parlement européen, c'est la seule institution de l'Union européenne à être directement élue par les citoyens, parce que le Parlement européen vote des législations qui ont un impact sur le quotidien de chacun d'entre nous. Par exemple, le prolongé et l'Erasmus, ou tout ce qui est efficacité énergétique, au niveau de la justice, au niveau du risque bancaire, où le Parlement européen, notamment par Sylvie Goulard, une de nos députées, qui a créé une grosse partie de la législation de l'après-crise et qui a géré la crise au niveau la crise bancaire de 2009. Vous voyez que c'est important. Il faut voter parce qu'en fait, ça permet de choisir aussi. Les électeurs choisissent aussi un projet politique parce qu'il y a différents candidats pour différents projets. Il y a des candidats socialistes, donc des projets de droite, de centristes, des populistes, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'était vraiment un projet politique. Il faut voter aussi parce que pour la prochaine fois, et grâce au traité de Lisbonne, le prochain président de la Commission européenne sera directement issu des votes des citoyens, puisque ce sera le parti en tête qui aura la présidence de la Commission européenne. Et rien que déjà, tous ces projets-là, il faut donc voter pour le 25 mai. Le 25 mai. Rémi Poirier, le mot de la fin ou du début, puisque on... Tout simplement, merci pour cette première émission. Donc je vais rejoindre un peu M. Deloire de dire pour le 25 mai d'aller voter, parce que ça concerne notre quotidien. Donc après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Donc allez aux urnes. Aïna, elle est un peu loin. Non, toi tu... Voilà. Alors, moi je vais dire mon mot de la fin, tiens, pour une fois. Juste donner pour preuve que je suis quand même j'étais un Européen convaincu, c'est est-ce que vous connaissez la définition du drapeau européen? Définition du drapeau européen, non, ce sont les 12 étoiles de... Parce que justement, la comparaison, si je veux en venir, c'est parce qu'aux États-Unis, une étoile égale un État. Oui. Nous, en Europe, c'est pas le même fonctionnement, hein, on est 12 et il a été voté en 1986 à l'époque au Conseil européen et il a été décidé qu'il ne le changerait jamais. Est-ce que vous savez pourquoi? Mon mot de la fin sera mon moment de culture, montrer que j'étais un Européen convaincu. La définition est sous la couleur bleue du ciel. 12 étoiles dorées forment un cercle représentant l'union des peuples d'Europe. Le chiffre 12 est invariable, le chiffre 12 représentant la plénitude et la perfection. 12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque. C'était le moment de culture. Le saviez-vous que c'était aussi ici? On se retrouve dans une dizaine de minutes avec Bénédicte qui attend sagement. On enchaîne les émissions, on va être à 3 heures de direct. Mais bien évidemment, quand je dis qu'on va être dans une dizaine de minutes, puisque les gens qui nous connaissent, là, il faut vraiment, au bout de 2 heures d'émission sans fumer, bien sûr, fumer tue, bien évidemment. A tout de suite sur Effervescent.